Ah, la fiscalité française. Rien que le mot peut faire un peu peur, hein. On s'imagine une montagne de textes de loi, un truc hyper complexe, des centaines d'impôts, de taxes, de prélèvements. Mais si en fait il existait une clé, une sorte de décodeur pour enfin y voir plus clair. Parce que c'est vrai, on a souvent cette impression d'être paumé dans un vrai labyrinthe. Chaque année, hop, une nouvelle règle, un nouvel acronyme qui sort de nulle part. C'est super facile de s'y perdre. Mais, et c'est la bonne nouvelle, ce n'est pas du tout une fatalité. Allez, on plonge. Pour s'orienter dans ce fameux labyrinthe, l'idée, ce n'est pas de connaître chaque petit couloir par cœur, non. Ce qu'il nous faut, c'est la carte, le plan d'ensemble. Et ce plan, eh bien, ce sont les grandes classifications que le droit fiscal utilise pour tout ranger. En fait, il faut voir ces classifications comme des paires de lunettes. Chaque paire offre un angle de vue différent qui permet de comprendre pourquoi un impôt existe, à quoi il sert et comment il marche. Et une fois qu'on a compris ça, tout devient beaucoup plus logique. Alors, commençons avec le premier angle de vue, le plus simple, le plus intuitif. Il répond à une question de base. Qu'est-ce qu'on taxe, au juste? Sur quelle partie de l'économie on vient prélever quelque chose? Et en fait, c'est assez simple. Quasiment tous les impôts vont taper sur l'un de ces trois trucs. Soit on taxe l'argent qui rentre, c'est le revenu, soit on taxe l'argent qui sort quand on le dépense, soit, dernière option, on taxe ce qu'on a déjà, ce qu'on possède ou ce qu'on transmet. Ça, c'est le capital. Franchement, c'est la base de tout le système. Et ce qui est fascinant, c'est que la notion de revenu a complètement changé avec le temps. Avant, c'était simple. Un revenu, c'était un salaire qui tombait tous les mois. Fini tout ça. Aujourd'hui, le fisc a une vision beaucoup plus large. En gros, tout ce qui nous enrichit d'une manière ou d'une autre est considéré comme un revenu imposable. Bon, je dis bien en principe, parce qu'il y a des exceptions qui sont assez marrantes. Par exemple, si on gagne au loto, eh bien, pas d'impôt sur le revenu dessus. Pareil pour les primes des médailles de nos athlètes aux Jeux Olympiques. Non, ça, le législateur a dit, on n'y touche pas. Ok, on change de paire de lunettes, on passe à un angle de vue un peu plus technique, mais qui est absolument crucial. Parce que là, on touche au cœur d'un débat de société qui n'en finit jamais. Au fond, c'est quoi un impôt juste? Et surtout, comment on le calcule? Et là, il y a une grande division. Deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'imposition personnelle. L'impôt sur le revenu, par exemple. Il essaie de s'adapter à la situation de chacun, la famille, certaines dépenses. C'est du sur-mesure. Et de l'autre côté, on a l'imposition réelle. La TVA, c'est le meilleur exemple. Elle s'en fiche complètement de qui paye. C'est l'objet qui est taxé, pas la personne. C'est simple, c'est efficace, mais est-ce que c'est toujours juste? C'est la grande question. Et cette différence, elle a des conséquences bien réelles. On parle par exemple du syndrome de l'île de Ré. Imaginez des familles modestes qui vivent là depuis des générations. Le tourisme fait exploser la valeur de leur maison. Et paf, leur taxe foncière, qui est un impôt réel, basé sur la valeur du bien, elle s'envole, alors que leurs revenus, eux, n'ont pas changé d'un centime. Ça montre bien les limites d'un impôt qui ne regarde pas la situation personnelle. Toujours dans cette idée de justice fiscale, il y a une autre grande distinction. La façon dont on applique le taux. Soit l'impôt est proportionnel, c'est un taux unique pour tout le monde. La TVA à 20%, par exemple. Soit il est progressif, et là c'est le cas de l'impôt sur le revenu. Le taux augmente par palier, par tranche. L'idée, c'est que l'effort de chacun soit proportionnel à ses capacités. Et d'ailleurs, cette progressivité, ce n'est pas juste un détail technique, c'est un vrai principe qui a une valeur constitutionnelle. Oui, le Conseil constitutionnel a dit que ça découlait directement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Rien que ça. Bon, on a vu les grandes idées, la théorie. Mais maintenant, concrètement, comment ça se passe? Comment un impôt naît et comment l'argent arrive dans les caisses de l'État? Allez, on regarde un peu la mécanique, la plomberie du système. En fait, n'importe quel impôt suit toujours le même chemin, en 4 grandes étapes. Étape 1, on identifie qui doit payer. C'est le fameux contribuable. Étape 2, on mesure sur quoi il doit payer. C'est ce qu'on appelle l'assiette. Étape 3, on calcule le montant exact à payer. C'est la liquidation. Et dernière étape, évidemment, on récupère l'argent. Ça, c'est le recouvrement. C'est le cycle de vie de l'impôt, du début à la fin. Le mot vraiment important à retenir dans l'étape 2, c'est l'assiette. C'est la matière première de l'impôt en quelque sorte. Pour l'impôt sur le revenu, l'assiette c'est le revenu en euros, logique. Mais pour une taxe sur un supermarché par exemple, l'assiette ça peut être sa surface en mètres carrés. Alors attention, autre concept super important, un peu technique mais essentiel, le fait générateur. C'est l'événement précis, à un instant T, qui fait naître la dette d'impôt. L'exemple parfait, c'est la taxe foncière. Si on vend sa maison le 2 janvier, eh bien tant pis, c'est la personne qui était propriétaire le 1er janvier à minuit qui doit payer la taxe pour toute l'année.
Et attention, il ne faut surtout pas confondre ça avec ce qu'on appelle l'exigibilité. Le fait générateur, c'est le moment où la dette est créée, d'accord? Mais l'exigibilité, c'est le moment où le trésor public peut venir frapper à la porte et dire « maintenant il faut payer ». En gros, ce n'est pas parce qu'on doit de l'argent qu'on doit le payer tout de suite. C'est ça la différence. Ok. Assiette, fait générateur, exigibilité. On vient de mettre les mains dans le cambouis, dans la plomberie du système. On pourrait se dire que c'est un peu technique tout ça, un peu aride. Alors pourquoi s'embêter avec ces détails? C'est juste pour les spécialistes, non? Eh bien pas du tout, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en réalité, ces classifications, ces mots un peu bizarres, ce n'est pas juste de la technique, c'est politique, au sens noble du terme. C'est au cœur de notre contrat social. Savoir si un impôt est progressif ou proportionnel, personnel ou réel, c'est en fait décoder les choix de société qui sont faits. Comment on répartit l'effort, qui paie quoi et pourquoi. Et tenez un exemple parfait pour conclure qui est en plein dans l'actualité. On entend souvent parler de l'idée de fusionner la CSG, qui est un impôt proportionnel, avec l'impôt sur le revenu qui, lui, est progressif. Maintenant qu'on a les bons mots, la question devient limpide. Est-ce que ce grand mélange rendrait le système plus juste, plus efficace? Le débat est totalement ouvert. Mais maintenant, au moins, on a les clés pour mieux le comprendre et peut-être même pour y participer.